Au matin du 18 novembre 1979, une équipe de bûcherons, arrivant sur un chantier isolé du comté de Harlan, dans le Kentucky, fit la découverte de ce qui allait entrer dans l'histoire comme l'un des massacres les plus effroyables des Appalaches. 13 hommes gisaient sans vie au milieu d'une clairière près de la crête de Cumberland, leurs corps disposés en un demi-cercle approximatif, faisant face à une cabane abandonnée. La plupart avaient été abattus à bout portant. Plusieurs portaient des traces indiquant qu'ils avaient été entravés. La scène ne suggérait pas un accès de fureur, mais bien une exécution méthodique, menée sur plusieurs heures au cours de la nuit précédente. L'affaire allait finalement révéler la collision entre les codes d'honneur traditionnels des montagnes, les réalités économiques d'une industrie forestière sur le déclin et les limites des forces de l'ordre dans des communautés rurales isolées. Ce qui avait commencé comme un simple désaccord commercial sur des droits d'exploitation forestière avait dégénéré à travers une série de malentendus, de menaces et de représailles, jusqu'à rendre la violence inévitable. Lorsque les autorités parvinrent enfin à reconstituer les événements de cette nuit de novembre, il devint clair que la tragédie n'était pas seulement le fruit d'une intention criminelle, mais aussi de défaillances systémiques, d'un isolement culturel et du désespoir d'hommes qui se sentaient acculés. Les faits émergèrent lentement, grâce à l'analyse scientifique, aux témoignages et à la reconstitution minutieuse des événements par les enquêteurs de la police d'État du Kentucky, contraints de travailler dans une région où toute coopération avec la loi était souvent accueillie avec méfiance. Le récit qui suit est basé sur ces enquêtes, les archives judiciaires et les entretiens menés dans les années qui ont suivi le drame. Le comté de Harlan se situe à l'extrémité sud-est du Kentucky, pressé contre la frontière de la Virginie, là où les monts Cumberland dessinent un paysage de vallées étroites, de crêtes abruptes et de hameaux isolés. En 1969, le comté était en déclin économique depuis des décennies. Les mines de charbon, qui employaient autrefois des milliers de personnes, avaient fermé ou réduit leurs activités. L'industrie du bois, qui avait soutenu les communautés depuis le 19e siècle, se contractait à mesure que les parcelles de feuillus accessibles se raréfiaient et que les grandes entreprises concentraient leurs opérations ailleurs. La population n'avait cessé de chuter depuis les années 1950. Les jeunes partaient chercher des emplois dans les usines de l'Ohio et du Michigan. Ceux qui restaient étaient souvent liés à la terre par des propriétés familiales, de petites exploitations agricoles ou des baux forestiers qui leur assuraient un modeste revenu complémentaire. Les routes menant aux hameaux les plus reculés n'étaient ni pavées ni entretenues. Le service téléphonique était peu fiable. L'hôpital le plus proche se trouvait à Harlan, le chef-lieu du comté, à plus d'une heure de route pour certaines communautés. Les ressources des forces de l'ordre étaient limitées. Le bureau du shérif du comté de Harlan fonctionnait avec moins de 20 agents pour couvrir plus de 1000 km² de terrain accidenté. La police d'État du Kentucky y maintenait un petit détachement, mais les temps d'intervention dans les zones périphériques pouvaient dépasser 1 heure. De nombreux différends se réglaient en privé, au sein des familles ou entre voisins, selon des règles non écrites comprises de tous ceux qui vivaient dans la région depuis des générations. Les étrangers, y compris les représentants de la loi, étaient souvent perçus comme des intrus qui ne comprenaient ni les coutumes locales, ni la complexité de relations s'étendant sur plusieurs générations. Dans cet environnement, la réputation comptait plus que les contrats écrits.
La parole d'un homme se devait d'être un engagement. Une trahison, réelle ou perçue, pouvait briser des liens qui avaient mis des décennies à se construire. La violence, lorsqu'elle survenait, était souvent l'étape finale d'une longue séquence d'avertissements, de confrontations et de tentatives de réconciliation avortées. Le conflit qui mena au massacre de novembre commença au printemps 1969, lorsque James Wesley Collett, un courtier en bois du comté de Bell, approcha plusieurs familles de la région de Poor Fork dans le comté de Harlan. Il souhaitait acheter les droits d'exploitation d'environ 120 hectares de forêt mixte de feuillus. Collett avait 43 ans, était marié et père de 2 enfants. Il travaillait dans l'industrie du bois depuis plus de 20 ans, d'abord comme bûcheron, puis comme courtier négociant des accords entre propriétaires terriens et scieries. Il était réputé pour son agressivité en affaires, mais aussi pour honorer ses engagements. Le terrain en question appartenait collectivement aux membres des familles Hensley et Brock, qui le détenaient depuis 3 générations. La plupart des familles vivaient dans un groupe de maisons le long d'un chemin de gravier près de la rivière Poor Fork. Le bois sur leurs terres représentait une source de revenus potentiels considérable, mais la vente des droits d'exploitation exigeait un consensus entre les multiples membres de la famille qui en possédaient des parts. La situation était compliquée par des tensions anciennes entre les différentes branches des familles, des désaccords sur la répartition des bénéfices et une méfiance envers les étrangers susceptibles d'exploiter leur manque d'expérience commerciale. Collett fit sa première approche par l'intermédiaire de Luther Hensley, un patriarche de 61 ans qui faisait office de chef informel de la famille élargie. Luther était prudent mais intéressé. Les familles avaient besoin d'argent. Plusieurs jeunes membres étaient au chômage. Les factures médicales liées à une maladie récente dans la famille Brock avaient créé des difficultés financières. Le bois, s'il était exploité de manière responsable, pouvait fournir un revenu suffisant pour stabiliser plusieurs foyers. Au cours des mois suivants, Collett rencontra divers membres de la famille, parfois individuellement, parfois en petits groupes. Il expliqua qu'il représentait une scierie de Virginie prête à payer un prix compétitif pour certains bois durs, en particulier le chêne et le noyer. Il proposa un contrat accordant les droits d'exploitation pour 2 ans, avec des paiements échelonnés au fur et à mesure de l'abattage. Le montant total proposé était de 38 000 $, à diviser entre les familles en fonction de leur part de propriété. Les négociations furent compliquées par le fait que tous les membres de la famille n'assistaient pas à chaque discussion. Certains vivaient hors de l'État, d'autres étaient âgés ou infirmes. Une confusion régnait sur la nature exacte de la proposition de Collett, notamment sur les parcelles qui seraient exploitées et sur la rapidité des travaux. Certains membres de la famille pensaient qu'il s'agissait d'un simple achat de droits avec un impact minimal sur la terre. D'autres comprenaient que l'accord impliquait une exploitation plus extensive, équivalent à une coupe à blanc sur certaines zones. En juillet, après ce que Collett jugea être des discussions suffisantes, il présenta un contrat écrit. Luther Hensley signa au nom de la majorité des familles. 2 autres membres, dont Raymond Brock, le gendre de Luther, signèrent également. Collett versa un acompte de 8 000 $ qui fut distribué aux familles. Il promit que l'exploitation commencerait en septembre, une fois les routes améliorées pour permettre l'accès des engins lourds.
Les problèmes surgirent presque immédiatement. Plusieurs membres de la famille, qui n'avaient pas été directement impliqués dans les négociations, s'opposèrent au contrat, affirmant ne pas avoir accepté les termes et que Luther avait outrepassé son autorité en signant en leur nom. L'un des opposants les plus virulents était Dalton Hensley, le neveu de Luther, qui possédait une part plus petite de la propriété, mais vivait sur un terrain adjacent à la zone désignée pour l'exploitation. Dalton, 39 ans, avait la réputation d'être conflictuel et profondément attaché à la terre familiale. Ancien bûcheron, il estimait que la proposition de Colette sous-évaluait le bois. Début août, Dalton alla trouver Luther, l'accusant d'avoir bradé le patrimoine familial pour une fraction de sa valeur. Selon des témoins, la dispute s'envenima. Dalton exigea que le contrat soit annulé et que la compte soit rendue à Colette. Luther répondit que l'affaire était conclue, que la famille avait besoin de l'argent et que Dalton se montrait déraisonnable. La confrontation se termina sans solution, mais elle marqua le début d'une fracture au sein de la famille qui allait s'élargir au fil des mois. Au début, Colette n'était pas au courant de ce conflit interne. Il poursuivit les préparatifs, engageant une équipe et organisant le transport du matériel. À la mi-septembre, lorsque son équipe arriva pour commencer les travaux routiers, elle fut accueillie par Dalton Hensley et deux autres membres de la famille qui bloquaient l'accès à la propriété. Dalton informa les ouvriers que le contrat était contesté et qu'ils n'étaient pas autorisés à continuer. Le contremaître appela Colette, qui se rendit sur place pour tenter de résoudre la situation. La confrontation entre Colette et Dalton fut tendue. D'après le témoignage du contremaître, Dalton déclara à Colette qu'il n'autoriserait aucune exploitation tant que le litige familial ne serait pas réglé. Colette rétorqua qu'il avait un contrat signé et qu'il avait déjà versé une somme substantielle. Il accusa Dalton de saboter l'accord pour des raisons personnelles. Dalton répondit que Colette avait profité du désespoir de la famille et que le contrat était invalide, car toutes les parties nécessaires n'avaient pas consenti. La dispute s'intensifia. Le ton monta. À un moment donné, Dalton s'approcha de Colette et, selon les témoins, lui dit que s'il essayait d'exploiter la propriété sans autorisation, en bonne et due forme, il y aurait des conséquences. Colette interpréta cela comme une menace directe. Il quitta les lieux et contacta un avocat à Harlan. Ce dernier l'informa que le contrat semblait juridiquement solide, mais que tenter de passer en force sans résoudre le conflit familial pourrait entraîner d'autres complications, y compris des poursuites judiciaires ou des violences. Colette prit alors une décision que beaucoup considéreraient, avec le recul, comme une erreur critique. Plutôt que de chercher une médiation ou d'attendre que la famille règle son conflit interne, il décida de commencer l'exploitation sur une plus petite parcelle de la propriété qu'il estimait sans ambiguïté couverte par le contrat. Il pensait qu'une fois le travail commencé et les paiements supplémentaires versés, l'opposition s'amenuiserait. Début octobre, l'équipe de Colette revint et commença l'abattage sur environ 16 hectares le long de la bordure nord de la propriété. Dalton Hensley n'était pas présent au début des travaux, mais il en fut informé en quelques jours. Sa réaction fut immédiate. Il se rendit sur le site et ordonna directement à l'équipe de cesser le travail. Face au refus du contremaître, qui invoquait les instructions de Colette, Dalton retourna à son véhicule, prit une carabine et tira un coup de semonce en l'air. L'équipe évacua le site et ne revint pas. Colette signala l'incident au bureau du shérif du comté de Harlan. Un adjoint se rendit chez Dalton
et recueillit sa déposition. Dalton reconnut avoir tiré le coup de semonce, mais insista sur le fait qu'il défendait sa propriété contre ce qu'il considérait comme une exploitation illégale. Il fut accusé de mise en danger d'autrui, un délit mineur, et relâché sur parole. Le rapport de l'adjoint nota que la situation semblait être un litige civil sur des droits de propriété plutôt qu'une affaire criminelle, et recommanda aux parties de chercher une solution devant les tribunaux. Mais l'incident avait franchi une ligne. Colette se sentait humiliée et estimait que Dalton l'avait volée en l'empêchant d'effectuer un travail pour lequel il avait payé. Dalton, de son côté, voyait Colette comme un étranger qui avait manipulé sa famille et qui refusait maintenant de reconnaître que le contrat était contesté. Aucun des deux hommes n'était prêt à céder. Aucun ne croyait que le système judiciaire leur fournirait une solution rapide ou juste. Tout au long du mois d'octobre et début novembre, la tension monta. Colette tenta à plusieurs reprises de reprendre l'exploitation, se heurtant chaque fois à la résistance de Dalton et de ses partisans au sein de la famille. Du matériel fut vandalisé. Des pneus de camion furent crevés. Un jour, un engin lourd fut retrouvé avec du sucre versé dans le réservoir de carburant, le rendant inutilisable. Colette était certain que Dalton était responsable, bien qu'aucune preuve ne le lie directement au sabotage. Colette commença à sentir qu'il perdait le contrôle de la situation. Il avait investi beaucoup d'argent dans l'affaire, entre le paiement initial et les coûts liés à l'embauche des équipes et au transport du matériel. La scierie de Virginie le pressait de livrer le bois ou d'annuler le contrat. Sa réputation dans le secteur était en jeu. Il commença à discuter de la situation avec ses associés. Certains lui conseillèrent de limiter ses pertes et d'abandonner. D'autres suggérèrent qu'il devait faire preuve de force, que se laisser intimider par Dalton le ferait paraître faible et encouragerait d'autres à profiter de lui. Dalton, pour sa part, croyait protéger la terre de sa famille d'un homme d'affaires prédateur. Il se voyait comme le défenseur de principes qui dépassait les détails du contrat. À ses yeux, Colette représentait le schéma plus large des étrangers venant extraire la valeur des Appalaches sans se soucier des gens qui y vivaient. Il parlait ouvertement de la situation dans les magasins locaux et aux réunions de l'Église, la présentant comme une question d'honneur familial et de droit à contrôler sa propre propriété. Début novembre, les deux hommes avaient rallié des partisans. Colette avait réuni un groupe d'environ 13 hommes, pour la plupart des bûcherons ou des ouvriers forestiers qu'il avait employés sur des projets précédents. Ils venaient des comtés voisins, pas de la région immédiate, ce qui signifiait qu'ils n'avaient aucun lien familial ou communautaire susceptible de compliquer leur loyauté. Plusieurs avaient un casier judiciaire, principalement pour des infractions mineures liées à des bagarres de bar ou des dettes impayées. Ce n'étaient pas des criminels de carrière, mais des hommes habitués au travail physique et, si nécessaire, à la confrontation physique. Pendant ce temps, Dalton avait le soutien de plusieurs membres de sa famille et de voisins qui partageaient son point de vue sur l'injustice du contrat. Parmi eux se trouvait son beau-frère, deux cousins et un voisin qui connaissaient la famille depuis des décennies. Ils n'étaient pas organisés de manière formelle, mais ils comprenaient que Dalton était prêt à empêcher physiquement la poursuite de l'exploitation et ils étaient disposés à se tenir à ses côtés si les choses tournaient mal. La situation atteignit un point de rupture à la mi-novembre.
Colette décida de faire une dernière tentative pour accéder au site, cette fois avec suffisamment d'hommes pour s'assurer de ne pas être repoussé. Il pensait que s'il parvenait à établir une présence sur la propriété et à commencer le travail, Dalton serait finalement contraint d'accepter la réalité ou de risquer d'être arrêté pour entrave à un contrat légal. Il n'avait pas prévu de violence, mais il était préparé à l'éventualité que la force soit nécessaire pour faire valoir ses droits. Le soir du 16 novembre, Colette retrouva son équipe dans un motel à la périphérie de Harlan. Il expliqua la situation et indiqua clairement que le lendemain, il se rendrait sur le site et commencerait le travail, quelle que soit l'opposition. Il prévint ses hommes qu'ils pourraient rencontrer de la résistance, mais qu'ils devaient rester calmes et éviter toute escalade. Il leur assura qu'il avait consulté son avocat et que leurs actions seraient légales. Ce que Colette n'avait pas pleinement anticipé, c'était à quel point Dalton s'était préparé à cette éventualité. Au cours des semaines précédentes, Dalton était devenu de plus en plus isolé et paranoïaque. Il croyait que Colette prévoyait de passer en force grâce au nombre et que la police se rangerait du côté de l'étranger plutôt que de la famille locale. Il s'était armé et avait encouragé les autres à faire de même. Il parlait de la situation en des termes de plus en plus fatalistes, suggérant que si Colette revenait, il n'y aurait d'autre choix que de défendre la terre par tous les moyens nécessaires. Le matin du 17 novembre, Colette et son équipe de 13 hommes se rendirent en convoi sur le site d'exploitation. Ils arrivèrent vers 8 heures. La route menant au site était bloquée par une camionnette et plusieurs grosses bûches traînées en travers du chemin. Près du barrage se tenait Dalton Hensley, son beau-frère et 2 autres hommes. Tous étaient armés de fusils de chasse. Colette sortit de son véhicule et s'approcha du barrage. Selon le récit reconstitué plus tard à partir des témoignages, il dit à Dalton qu'il avait le droit légal d'accéder à la propriété et que le barrage était illégal. Dalton répondit qu'il ne reconnaissait pas le contrat et que Colette et ses hommes devaient partir immédiatement. L'échange fut bref. Colette, voyant que la situation pouvait rapidement devenir violente, décida de battre en retraite plutôt que de forcer la confrontation en plein jour où la police pourrait intervenir. Il retourna auprès de son équipe et leur annonça qu'ils attendraient la tombée de la nuit pour revenir et déblayer le barrage eux-mêmes. Il supposait que Dalton et ses partisans ne maintiendraient pas une veille toute la nuit et qu'une fois le barrage enlevé, ils pourraient s'établir sur le site avant que quiconque puisse réagir. C'était une décision dictée par la frustration et la conviction que tout retard ne ferait que prolonger le conflit. Ce qui se passa au cours de cette nuit serait principalement reconstitué grâce aux preuves médico-légales et aux témoignages d'un unique survivant, qui émergea des bois le lendemain matin avec une balle dans l'épaule. Colette et ses 13 hommes retournèrent sur le site vers 22 heures, le soir du 17 novembre. Ils arrivèrent en plusieurs véhicules, se garant le long de la route à environ 400 mètres du barrage. Plusieurs hommes portaient des fusils, d'autres des armes de poing. Ils avaient des lampes de poche et des outils pour dégager les bûches. Le plan de Colette était de retirer le barrage rapidement et silencieusement, puis d'amener le matériel sur le site et d'établir un camp de travail avant l'aube. Ils s'avancèrent à pied vers le barrage. La nuit était froide, le ciel couvert, sans lune. La visibilité était limitée. Alors qu'ils approchaient, quelqu'un cria depuis l'obscurité, leur ordonnant de s'arrêter. Colette répondit qu'ils allaient passer. Il y eut un bref silence, puis un unique coup de feu. Ce qui suivit fut la confusion et le chaos. Le témoignage du survivant, un bûcheron nommé Gerald Pike,
indiqua que le premier tir semblait provenir des bois à gauche de la route. Un des hommes de Colette tomba immédiatement, sans qu'on sache s'il avait été touché ou s'il s'était jeté à terre pour se protéger. Colette cria à tout le monde de se mettre à couvert, mais avant qu'ils ne puissent réagir, d'autres tirs éclatèrent depuis plusieurs directions. Pike décrivit plus tard la fusillade comme étant soutenue et délibérée. Non pas les tirs paniqués d'une embuscade, mais un feu contrôlé provenant d'individus qui avaient des lignes de mire claires et connaissaient bien le terrain. Il devint évident que Dalton et ses partisans avaient anticipé leur retour et s'étaient positionnés dans les bois des deux côtés de la route, créant un tir croisé. Les hommes de Colette tentèrent de riposter, mais ils étaient désorientés et à découvert. Plusieurs furent touchés dès la première minute, d'autres coururent vers les véhicules. Mais la route derrière eux était maintenant bloquée par un autre véhicule qui s'était mis en position pendant l'échange initial. Ils étaient piégés entre deux points, avec des tireurs sur un terrain surélevé. Pike fut touché au début, la balle lui traversant l'épaule. Il tomba et resta immobile, partiellement dissimulé par des broussailles au bord de la route. Il entendait des hommes crier, certains appelant à l'aide, d'autres essayant d'organiser une riposte. La fusillade se poursuivit par rafales sporadiques pendant ce qu'il estima être 15 à 20 minutes, bien que sa perception du temps fût déformée par la peur et la douleur. Finalement, les tirs cessèrent. Pike entendit des voix s'approcher, se déplaçant parmi les corps. Il entendit la voix de Colette supplier, demander pourquoi cela arrivait. Il entendit la voix de Dalton, sans pouvoir distinguer les mots exacts. Puis il y eut d'autres coups de feu, délibérés et espacés, comme si quelqu'un passait d'une personne à l'autre. Pike resta immobile, contrôlant sa respiration, terrifié à l'idée que le moindre mouvement attire l'attention. Il entendit des pas passer près de l'endroit où il gisait, mais ne fut pas découvert. Après ce qui lui sembla des heures, mais qui dura probablement moins de 30 minutes, les voix s'éloignèrent. Il entendit des véhicules démarrer et s'en aller. Puis ce fut le silence. Il attendit d'être certain que personne n'était à proximité, puis commença à ramper loin de la route, se déplaçant lentement à travers les bois malgré la douleur à l'épaule. Il erra toute la nuit, désorienté, suivant la pente générale du terrain jusqu'à atteindre une route goudronnée à l'aube. Il fit signe à un camion qui passait, dont le chauffeur le conduisit directement à l'hôpital de Harlan. La police d'État du Kentucky arriva sur les lieux en milieu de matinée le 18 novembre, après que l'équipe de bûcherons qui avait découvert les corps eut donné l'alerte. La scène était vaste et effroyable. Les corps de 13 hommes, dont James Collett, furent retrouvés dans une clairière à une trentaine de mètres de la route. La plupart avaient été touchés par plusieurs balles. Plusieurs présentaient des blessures de type exécution à la tête et à bout portant. Des douilles de différents calibres jonchaient le sol. Le terrain était retourné, indiquant que certaines victimes avaient été déplacées après avoir été abattues. L'enquête fut dirigée par le sergent-détective Raymond Collier de la police d'État du Kentucky, qui avait une grande expérience des crimes violents, mais n'avait jamais été confronté à une scène d'une telle ampleur. Il demanda immédiatement des renforts, y compris des équipes de la police scientifique et des enquêteurs des districts voisins. La scène fut sécurisée et traitée pendant 4 jours. Chaque élément de preuve fut catalogué. L'analyse balistique identifierait finalement au moins 6 armes à feu différentes utilisées lors de la fusillade. Les entretiens avec les habitants des environs furent difficiles.
La plupart hésitaient à parler aux forces de l'ordre. Ceux qui acceptèrent de parler restèrent vagues, affirmant souvent n'avoir rien entendu d'inhabituel la nuit en question, bien que plusieurs résidents aient admis plus tard avoir entendu des tirs nourris. La résistance culturelle à coopérer avec la police, surtout lorsque l'incident impliquait des familles locales, était considérable. La percée vint avec le témoignage de Gerald Pike. Bien qu'il ait été sous sédatifs et en état de choc lors de son premier interrogatoire à l'hôpital, il fut capable de fournir un récit cohérent dans les 24 heures. Il identifia Dalton Hensley par son nom et décrivit les voies et les positions des tireurs. Son témoignage établit que les meurtres n'étaient pas le fruit d'une confrontation spontanée, mais bien d'une embuscade planifiée, menée par des individus qui avaient préparé le site à l'avance. Armés de cette information, les enquêteurs obtinrent des mandats d'arrêt contre Dalton Hensley et plusieurs de ses associés. Au matin du 20 novembre, la police d'État, accompagnée d'agents fédéraux du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, se mit en mouvement pour arrêter les suspects. Dalton Hensley fut appréhendé à son domicile sans opposer de résistance. Il resta silencieux durant son arrestation et refusa de répondre aux questions. 4 autres hommes, dont son beau-frère et 2 voisins, furent également arrêtés au cours des 2 jours suivants. Les perquisitions des domiciles et des véhicules des suspects permirent de découvrir de multiples armes à feu, dont certaines furent plus tard identifiées par expertise balistique comme correspondant aux douilles trouvées sur les lieux. Des munitions compatibles avec les types utilisés dans les tueries furent également saisies, ainsi que des vêtements portant des traces de poudre. Les preuves matérielles étaient accablantes. La procédure judiciaire qui s'ensuivit fut l'une des plus suivies de l'histoire du Kentucky. L'affaire présentait des défis de taille pour l'accusation. Les prévenus plaidèrent la légitime défense, arguant que Collett et ses hommes s'étaient introduits en armes sur une propriété contestée et que les tirs n'étaient qu'une réponse à une menace imminente. Cet argument trouvait un certain écho dans une communauté où les droits de propriété et la légitime défense étaient pris très au sérieux et où la méfiance envers les étrangers était profondément enracinée. L'accusation, menée par le procureur du Commonwealth Michael Hendricks, rétorqua que l'embuscade avait été préméditée, que les accusés s'étaient délibérément positionnés pour créer un tir croisé et que les exécutions sommaires d'hommes blessés ou se rendant ne pouvaient se justifier par aucune interprétation de la loi sur la légitime défense. Le procureur souligna également que Collett détenait un contrat juridiquement contraignant et que les accusés avaient choisi de se faire justice eux-mêmes plutôt que de chercher une résolution par les voies légales. Le procès s'ouvrit en mai 1980 et dura 7 semaines. La salle d'audience de Harlan était pleine à craquer. La couverture médiatique fut considérable, attirant des journalistes de toute la région. Les témoignages furent détaillés et souvent explicites. Les experts en médecine légale décrivirent les blessures et la séquence des événements. Gerald Pike raconta ce dont il avait été témoin, bien que son témoignage fût contesté par les avocats de la défense, qui suggérèrent que ses perceptions avaient été altérées par la douleur et la peur. La défense présenta des témoins de moralité qui attestèrent de la réputation de Dalton Hensley, le dépeignant comme un homme honnête et travailleur, poussé au désespoir par ce qu'il considérait comme un vol. Ils firent valoir que le système judiciaire n'avait pas réussi à protéger les intérêts de sa famille, ne lui laissant d'autre choix
que de défendre sa propriété lui-même. Ils mirent en lumière les pratiques commerciales agressives de Colette, suggérant qu'il avait provoqué le conflit par son refus de reconnaître les objections de la famille au contrat. Le jury délibéra pendant 3 jours. Le 12 juin 1980, il rendit des verdicts de culpabilité pour meurtres multiples à l'encontre de Dalton Hensley et de 2 autres hommes identifiés comme ayant tiré les coups mortels. 2 autres accusés furent condamnés pour des chefs d'accusation moins graves, notamment complot et complicité de meurtre. Dalton Hensley fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les autres reçurent des peines allant de 25 ans à la perpétuité. Les verdicts furent accueillis par un mélange de soulagement et de colère. Les partisans des victimes estimèrent que justice avait été rendue, bien qu'aucune peine ne put compenser les vies perdues. Les partisans des accusés, dont beaucoup étaient issus de la communauté locale, crurent que le système judiciaire avait pris le parti d'un étranger contre des gens qui défendaient leurs terres et leur mode de vie. Des manifestations eurent lieu devant le palais de justice. Des menaces furent proférées contre les procureurs et les jurés, mais aucune ne fut mise à exécution. Les répercussions de l'affaire s'étendirent bien au-delà du prétoire. Les familles des 13 victimes furent dévastées. La plupart des hommes tués étaient les principaux soutiens de leur foyer. Veuves et enfants se retrouvèrent sans soutien financier. Plusieurs familles intentèrent des poursuites civiles contre les Hensley et les Brock pour obtenir des dommages et intérêts, mais le processus judiciaire s'éternisa pendant des années et n'aboutit qu'à une maigre compensation. Les familles Hensley et Brock furent fracturées, peut-être de manière irréparable. Ceux qui avaient soutenu Dalton se sentirent trahis par les membres de la famille qui avaient coopéré avec l'enquête ou témoigné contre lui. Luther Hensley, qui avait signé le contrat initial avec Colette, se retira de la vie publique et mourut moins de 2 ans après le procès, officiellement d'une crise cardiaque, bien que beaucoup pensent que le stress et la culpabilité contribuèrent à son déclin. La propriété au cœur du litige ne fut jamais exploitée et finit par passer aux mains d'une compagnie forestière à la suite d'un règlement juridique complexe, bien que les familles n'aient reçu qu'une fraction de ce que le contrat original promettait. Les forces de l'ordre utilisèrent l'affaire pour plaider en faveur de ressources accrues et d'une meilleure communication avec les communautés rurales isolées. On discuta de la nécessité de services de médiation pour résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en violence, mais le financement de tels programmes resta limité et leur mise en œuvre inégale. Dans les années qui suivirent le procès, Dalton Hensley accorda plusieurs interviews depuis sa prison. Il n'exprima aucun regret pour ses actes, insistant sur le fait qu'il avait fait le nécessaire pour protéger sa famille. Il décrivit Colette comme un prédateur qui avait exploité des gens manquant de la sophistication nécessaire pour naviguer dans des transactions commerciales complexes. Il reconnut les morts, mais les présenta comme le résultat inévitable d'un conflit que Colette avait initié et refusé de désamorcer. Il ne présenta jamais d'excuses aux familles des victimes. Gerald Pike, l'unique survivant, lutta contre un sévère stress post-traumatique. Il quitta le Kentucky et s'installa dans un autre État, cherchant à mettre de la distance avec les souvenirs de cette nuit. Dans des interviews menées des années plus tard, il décrivit des cauchemars incessants et un sentiment persistant de culpabilité d'avoir survécu là où tant d'autres étaient morts. Il se demanda si la détermination de Colette à faire valoir ses droits légaux en valait le prix,
Mais il exprima aussi sa colère envers Dalton Hensley pour avoir choisi la violence plutôt que la négociation. L'affaire de la nuit du jugement des Appalaches soulève des questions dérangeantes sur la justice, l'honneur et les limites de la loi dans des communautés où les institutions formelles sont faibles ou contestées. Elle révèle les dangers de laisser les différends s'envenimer lorsque les parties sentent qu'elles n'ont aucune voie de recours légitime. Elle expose les lignes de faille culturelles qui existent entre ceux qui privilégient les contrats légaux et ceux qui privilégient les codes d'honneur non écrits et la loyauté familiale. Aucune morale claire ne peut être tirée des événements de novembre 1969. Chaque camp agissait selon des principes profondément ancrés. Colette croyait avoir un droit légal sur le bois pour lequel il avait payé, et pensait que se laisser intimider créerait un dangereux précédent. Dalton croyait défendre sa famille contre l'exploitation et que les formalités juridiques ne tenaient pas compte des déséquilibres de pouvoir et des manipulations qu'il percevait. D'une certaine manière, tous deux avaient raison. Tous deux avaient aussi tragiquement tort dans leur refus de chercher le compromis. Les 13 hommes qui moururent n'étaient pas des monstres. La plupart étaient des travailleurs essayant de gagner leur vie dans une région économiquement déprimée. Ils suivirent Colette sur le site d'exploitation parce qu'il était leur employeur, non parce qu'ils avaient un intérêt personnel dans le conflit. Leurs morts furent le résultat de décisions prises par d'autres, des décisions motivées par l'orgueil, le désespoir et une incapacité à imaginer des alternatives à la violence. Le système judiciaire apporta une forme de résolution avec des condamnations et des peines prononcées selon les procédures établies. Mais la loi ne pouvait réparer les familles brisées, ramener les vies perdues ou s'attaquer aux conditions sous-jacentes qui avaient rendu le conflit possible. La question demeure: la justice a-t-elle été véritablement rendue, ou le procès n'a-t-il fait que formaliser une tragédie qu'aucune procédure légale ne pouvait véritablement résoudre? Pour ceux qui étudient cette affaire, l'aspect le plus troublant est sa banalité. Les personnes impliquées n'étaient pas des aberrations. Elles étaient des produits de leur environnement, façonnés par le déclin économique, l'isolement culturel et les défaillances institutionnelles. La violence qui a éclaté n'était pas le fruit d'un mal inhérent, mais d'une séquence de décisions, chacune individuellement défendable, qui ont collectivement produit un résultat que personne n'avait pleinement anticipé ou désiré. La terre où les meurtres ont eu lieu reste en grande partie intacte. Le chemin forestier a été repris par la végétation. La cabane où les corps furent retrouvés s'est effondrée. Parfois, quelqu'un visite le site, laissant des fleurs ou un signe, bien qu'il n'existe aucun mémorial officiel. Les familles impliquées se sont pour la plupart dispersées, cherchant à s'éloigner du lieu et des souvenirs qu'il recèle. L'histoire perdure, non pas comme une fable édifiante avec une leçon claire, mais comme un rappel de la rapidité avec laquelle les structures qui maintiennent une société peuvent s'effondrer. Lorsque les gens sentent qu'ils ont été poussés au-delà du point où la raison et la retenue sont encore possibles. En fin de compte, la nuit du jugement des Appalaches n'est pas une histoire du bien contre le mal. C'est l'histoire des conséquences du désespoir, des limites de l'honneur et du coût tragique d'un conflit que l'on a laissé s'envenimer au-delà de toute résolution pacifique. C'est une histoire qui demande si l'un de nous, placé dans les mêmes circonstances, aurait fait des choix différents ou si le poids de la culture, de l'économie et de l'orgueil nous aurait conduits sur le même chemin,
vers une nuit dont personne n'est sorti indemne.